Alors je vais faire une dernière vidéo, j'espère, sur le dernier point, chaleur et température, et vous allez voir que c'est un chapitre plus descriptif. Et donc on va modéliser, on va essayer de comprendre la température d'un point de vue microscopique, et donc pour ça on va modéliser les différents états de la matière à l'aide d'un modèle très simple qui sont des sphères. Et donc pour ça on va simplement se rappeler de la structure d'un noyau, mais donc vous verrez plus en détail l'année prochaine et en sixième euh, la structure un peu plus détaillée, en particulier du noyau. Mais donc pour ce qui nous concerne, on va simplement considérer qu'un atome c'est constitué d'un noyau chargé positivement. Donc sachez simplement ici qu'un noyau c'est constitué ça, une sous-structure, c'est constitué de particules de protons, c'est eux qui ont une charge positive, et de neutrons. Et donc le noyau, qui est une boule, est chargé positivement, et autour de ce noyau, il y a des électrons qui, entre guillemets, gravitent, et il y a autant d'électrons qu'il y a de protons. C'est-à-dire que la matière est globalement neutre. Si dans le noyau, il y a par exemple un seul proton, comme dans l'atome d'hydrogène, eh bien, il y a un seul électron qui gravite autour de ce noyau. Et si dans le noyau, il y a 6 protons et 6 neutrons, donc, par exemple comme dans l'atome de carbone, et bien dans l'atome de carbone, donc il y aura 6 électrons qui gravitent, entre guillemets, autour du noyau de carbone. Et donc la matière est neutre. Donc je vais symboliser donc ici un électron pour l'atome d'hydrogène. Et donc chaque atome aura une certaine taille. Donc au plus l'atome est lourd, c'est-à-dire au plus il y a de protons, au plus on se déplace vers les éléments de plus en plus lourds dans le tableau de Mendeleïev, au plus la taille de l'atome sera grande, parce qu'il y aura d'autant plus d'électrons qui gravitent autour. Et donc aux atomes, on associe une certaine taille qui dépend donc du nombre atomique, du nombre de protons, qui est le nombre atomique Z du tableau qui détermine l'ordre des éléments dans le tableau de Mendeleïev, dans le tableau périodique des éléments. Et donc, par exemple, la matière, donc elle est constituée soit d'atomes purs, soit de molécules. Mais donc les molécules, ce sont des différents atomes liés entre eux. Par exemple, l'eau. L'eau, c'est constitué de molécules d'H2O, donc d'hydrogène et d'oxygène. Donc si on la modélise, la molécule d'eau, donc ce sont 2 atomes d'hydrogène avec un atome d'oxygène qui est plus gros, vu que l'oxygène il a 8 protons, il a 8 électrons, et donc ces atomes sont liés entre eux par des liaisons interatomiques ici, et ça forme la molécule d'eau, avec 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Et donc, pour comprendre l'origine de la température, on va en fait modéliser donc la matière en prenant en compte 2 aspects de ses propriétés mécaniques, disons. Et vous avez vu que dans le point 3, on a considéré l'énergie mécanique comme la somme de l'énergie potentielle et cinétique, et pour la description microscopique de la matière, l'énergie mécanique, elle correspond en fait à l'énergie interne, ce qu'on appelle l'énergie interne du système, qui sera la somme des énergies mécaniques de chaque molécule ou de chaque atome. Donc si, par exemple, dans une certaine quantité d'eau, on a un nombre d'Avogadro fois vous voyez, en fonction de la stoichiométrie, on aura un certain nombre de molécules d'H2O, à une certaine de quantité d'eau correspond à un certain nombre de molécules d'H2O, et l'énergie interne de cette quantité d'eau, ce sera la somme des énergies mécaniques de chaque molécule et même de chaque atome. Et donc l'énergie interne, on la note U, et donc ce sera on va dire la somme
des énergies mécaniques de chaque constituant, et donc ce sera la somme des énergies potentielles et des énergies cinétiques sur le nombre total de molécules et d'atomes qu'il y a dans le corps considéré. Et alors pour bien comprendre, donc pour avoir un meilleur sens physique donc de ces termes ici, on va déjà classifier les différents états de la matière. Donc vous savez que la matière existe en 3 états: à l'état solide, à l'état liquide et à l'état gazeux. Et en modélisant les constituants de la matière, donc les atomes, par des sphères, et en fait on peut même modéliser les molécules aussi par des sphères. On pourrait, vous voyez ici, le volume délimité par cette molécule d'eau ressemblerait à quelque chose comme ça, et on pourrait simplifier de nouveau ça par une sphère, pour simplement dans le but d'aller à l'essence même, au cœur des principes physiques. Ça ne sert à rien de s'encombrer de considérations géométriques. Ça va avoir disons, c'est pas ça le principal. Le principal, c'est de comprendre l'origine de la température, et pour ça, il n'y a pas besoin de s'encombrer de détails géométriques. Et donc, dans un solide, et dans un liquide aussi d'ailleurs, on va les différentes molécules du corps, elles seront liées entre elles. Il y aura une énergie de liaison chimique qu'on peut en fait symboliser par un petit ressort. C'est comme si chaque molécule était liée aux autres par des petits ressorts. Vous voyez, et donc ici par exemple ça pourrait être des molécules d'eau, hein, ici que je représente, qui sont liées entre elles dans de la glace, dans du cristal de glace. Et donc l'énergie potentielle, vous vous souvenez, dans un ressort, on a vu au point 1, c'est si une des molécules s'écarte d'une autre, il va avoir une force de rappel du ressort qui va tendre à la rapprocher. Et donc, l'énergie potentielle ici de la matière, ça correspond à l'énergie de liaison chimique. Les molécules sont liées entre elles. C'est l'énergie de liaison. Donc, en fait, l'énergie interne, par exemple, de ce cristal de 4 atomes, l'énergie interne, ce serait donc la somme des énergies potentielles. Donc, qui correspondent aux énergies de liaison chimique. Ce sont les liaisons chimiques entre les liaisons intermoléculaires, ici, qui contribuent à l'énergie potentielle du système, donc à son énergie interne. Et puis, si une molécule s'écarte d'une autre, elle va osciller, parce que il y aura une force de rappel qui va la rapprocher, mais si elle se rapproche trop, elle subira une force de répulsion. Et donc, en plus de l'énergie potentielle, les molécules ont un mouvement, une vitesse, elles oscillent, et donc elles ont une énergie cinétique. Vous vous souvenez que dès qu'un corps a une vitesse, il a une énergie cinétique. Et donc cette énergie cinétique, elle est associée aux vibrations ici, mais qui sont très contraintes. Vous voyez que ils ne peuvent pas aller spécialement, les molécules ne sont pas libres de se déplacer comme elles veulent, elles sont fortement liées aux autres, à l'état solide. Et donc c'est à ça que correspond cette énergie cinétique, c'est donc aux vibrations et à l'amplitude des vibrations des molécules. Et à l'état liquide, c'est un peu pareil, c'est un peu comme à l'état solide. Disons que la principale différence, ce serait dans l'analogie des liaisons intermoléculaires vues comme des ressorts, ce serait la constante de raideur du ressort qui est beaucoup plus faible, donc des ressorts beaucoup moins raides. À l'état liquide, donc si pour modéliser une constante de raideur,
moins raide, plutôt pour la représenter avec une image. On pourrait, je sais pas, je pourrais simplement écrire K' plus petit que K, mais pour un peu voir, sentir ça un peu mieux, c'est comme si imaginez un ressort beaucoup moins raide, et donc les molécules sont toujours liées entre elles, mais elles peuvent s'éloigner beaucoup plus, disons, pour une même force de rappel, l'écart pourra être beaucoup plus grand. Et donc, dans l'état liquide, il y a toujours des liaisons chimiques entre les molécules, mais elles, comme elles ont plus d'énergie cinétique, leur vitesse est plus grande, et donc elles tirent plus. Et donc, voilà, je représente un peu comme ça ici. Donc c'est toujours dans l'eau, hein. Ici c'est l'eau liquide, mais donc on voit que euh, déjà le volume occupé peut être beaucoup plus grand. Il est plus fixe ici, entre guillemets, bien que euh, on va voir dans un instant que quand la température augmente, le volume va augmenter. C'est dilatation thermique. Par exemple, un métal à 150 degrés Celsius n'a pas le même volume qu'un métal à 20 degrés Celsius. C'est un peu dilaté, c'est très faible. Mais... Et alors, à l'état gazeux, euh, là, on a carrément rompu les liaisons chimiques, c'est-à-dire que les molécules, c'est comme si on avait coupé les ressorts, et donc elles ont toute la liberté qu'elles veulent de se déplacer dans la direction qu'elles veulent. C'est comme s'il n'y avait plus de ressorts, et donc il y a uniquement de l'énergie cinétique, il n'y a plus d'énergie potentielle. À l'état gazeux, on peut dire que l'énergie interne, enfin, il n'y a plus d'énergie potentielle, c'est uniquement de l'énergie cinétique. Tandis qu'à l'état liquide, donc, on a toujours de l'énergie potentielle, mais qui est plus faible. Et on a une énergie cinétique qui est par contre relativement beaucoup plus grande qu'à l'état solide. Et donc, la température, en fait, à l'état microscopique, la température, c'est une mesure de, en fait, la vitesse, du carré de la vitesse des molécules. Et en fait, c'est la moyenne des vitesses au carré de chaque molécule. Donc, vous voyez, une moyenne, vous savez, quand on calcule une moyenne, c'est 1 divisé par le nombre de points d'échantillonnage. Donc ici, c'est la moyenne de chacune. Donc, on fait la somme des vitesses au carré, la somme sur les n molécules du corps, et on divise par le nombre de molécules. Ça, c'est la moyenne. Et donc, la température, c'est vraiment, bon, je mets un signe égal, mais il y a des facteurs de proportionnalité et de cohérence, de dimension physique, mais disons, physiquement, la température, c'est une mesure, c'est la moyenne des vitesses au carré, des énergies cinétiques, en gros, des constituants, des molécules. Et on voit que donc, ça ne dépend pas du nombre qui est 100, 1000 ou un nombre d'Avogadro de molécules. La température sera la moyenne, donc ça ne dépend pas du nombre de molécules. Et donc, en fait, avec cette définition de la température, on voit qu'il y a une température absolue nulle. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une vitesse négative. Donc, la plus petite vitesse que les molécules peuvent avoir, c'est quand elles sont complètement figées, qu'elles ne bougent pas, qu'elles n'ont pas d'énergie cinétique, donc uniquement de l'énergie potentielle. Et dans ce cas-là, la température est nulle. Si elles ont toutes une vitesse nulle ici, on a 0 à droite, et donc la température est nulle. Et c'est à ça que correspond donc le 0 de l'échelle absolue des températures, qui est naturellement qui correspond à la vitesse minimale que peuvent avoir les différentes molécules. Et donc cette échelle, on l'appelle l'échelle des degrés Kelvin. Et donc c'est la seule échelle, disons, physique
des températures.